Bonjour à tous. Nous allons désormais passer à la troisième et dernière table ronde de cette matinée qui est consacrée à la thématique de la liberté. Il s'agit de la table ronde de société. Et pour ce faire, nous recevons trois invités de prestige ayant des parcours et des formations bien différentes. Notre première invitée est Madame Karine Lacombe, qui est chercheuse et infectiologue, chef du service hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Karine Lacombe, vous êtes spécialiste du VIH, des hépatites ainsi que du Covid-19 et c'est à ce dernier titre que vous êtes très souvent invité ces derniers temps sur les plateaux télévisés et à la radio. Monsieur Raphaël Enthoven, vous avez fait l'ENS, vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous dédiez rapidement votre vie à l'enseignement. Vous êtes essayiste, animateur radio sur Europe 1. En 2001, vous avez publié votre premier roman intitulé Le temps gagné. 2007. Et plus récemment, L'école des dames, où vous réécrivez Molière à l'heure de MeToo. Monsieur David Jays, bonjour. Vous avez fait également l'école normale supérieure, où vous êtes entré en 2010. Vous avez fait l'ENA, promotion Orwell en 2015 et 2016. Vous êtes aujourd'hui haut fonctionnaire et enseignant à Sciences Po Paris. Vous êtes essayiste autour de questions liées à la démocratie, à la mondialisation et au tissu social de manière plus générale. Vous l'aurez compris, par rapport aux deux dernières tables rondes, vous allez avoir droit à la même question qui est posée à chacun de nos invités. Dans votre domaine d'études ou de spécialité, quelle est votre définition de la liberté à la lueur des tables rondes précédentes ? On peut commencer par vous, David Jays. Alors moi j'ai un peu le privilège de la durée puisque je suis là depuis ce matin. J'avais envie d'écouter les économistes et les juristes parler de la liberté. Et quand j'écoute les économistes en particulier parler de la liberté, je me dis que c'est quand même utile qu'on ait aussi des philosophes et des infectiologues. Parce que autant j'ai trouvé le débat économique passionnant, autant la définition de la liberté centrée sur la liberté d'entreprendre m'a paru un petit peu restrictive. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis start-upers, j'aime infiniment, et je vais surtout devant vous qui allez sans doute être des créateurs d'entreprises, pas dire le contraire. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire 2000 ans de débat et de réflexion philosophique sur la liberté au fait de pouvoir créer sa start-up dans une économie concurrentielle, même si c'est très bien, je le redis. En réalité, je pense que le terme de liberté, il dépend énormément des sociétés et des matrices culturelles. C'est-à-dire que le mot peut signifier des choses très différentes d'une époque ou d'un pays à l'autre. Vous connaissez cette distinction, puisque vous êtes tous passés par les fourches codines de la culture générale au concours, entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend communément aujourd'hui par liberté. Si vous entendiez Périclès vous parler de la liberté, vous diriez, mais il débloque, il nous parle d'un régime totalitaire. Je vais vous donner un exemple. Dans la guerre du Péloponnèse, Thucydide reconstitue le discours que Périclès prononce pour rendre hommage aux soldats athéniens qui sont morts durant la première année de la guerre. Et que croyez-vous qu'il fit ? C'est pas du tout comme dans les films américains où on vient taper, où un politicien vient taper sur l'épaule des parents éplorés, endeuillés, en disant « votre fils a été... » Non, Périclès dit « vous devriez vous réjouir que vos enfants, vos frères, vos maris, vos fils soient morts durant la guerre du Péloponnèse. Ils ont accompli le plus grand acte de liberté qui soit, eleutéria en grec. Et qu'est-ce que c'est que cet acte de liberté ? C'est le sacrifice pour la patrie, en l'occurrence la cité athénienne. Donc vous voyez, la liberté des anciens, Benjamin Constant disait, c'est la participation active et constante au pouvoir collectif, à la vie collective. Et puis, changement complet de décor dans la modernité, justement, on parlait de Tocqueville tout à l'heure, de Benjamin Constant. Au XIXe siècle, la liberté, ça devient totalement autre chose. Ça devient la liberté individuelle, ça devient la liberté, au fond, de ne pas avoir de contraintes et de faire un peu ce qu'on veut. Il y a un philosophe libéral qui s'appelle Isaiah Berlin qui a dit « La liberté, c'est l'absence d'interférence. Personne ne doit interférer dans ce que je fais. Moins on interfère dans mes actes, plus je suis libre. » Et on s'est rendu compte que cette définition-là, elle pouvait aussi être problématique quand elle mène, au fond, à l'irresponsabilité générale, à des usines qui rejettent des toxines dans les fleuves, à de la misère sociale, parce qu'au fond, la liberté dans une société, ça n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Et donc, je termine par là, il existe une troisième définition de la liberté à laquelle je suis très attaché, qui a été formulée par un courant auquel l'infectiologie de Louis Pasteur a énormément contribué. C'est le solidarisme républicain. Si je vous parle de Célestin Bouglet, si je vous parle d'Alfred Fouillé, si je vous parle de Léon Bourgeois,
Ça vous dit rien. Pourtant, Léon Bourgeois, président du Conseil, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier président de la Société des Nations, prix Nobel de la paix, tout le monde a oublié Léon Bourgeois, grand philosophe par ailleurs. Cette liberté-là, elle est inspirée par les découvertes pasteuriennes, justement, et elle consiste à dire qu'il faut articuler la liberté individuelle à la liberté collective. Et c'est la liberté solidaire, c'est-à-dire qu'il faut construire des institutions qui permettent d'éviter que ma liberté ne vienne nuire à celle des autres. Et c'est pour ça que je m'agace, et je termine sur ce point, quand j'entends aujourd'hui dans le débat public une conception complètement infantile de la liberté avec des gens qui disent « ouin, ouin, on veut nous obliger à être vaccinés, c'est la dictature vaccinale ». Mais quand on est en société, on a des responsabilités vis-à-vis des autres. La liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi vis-à-vis des autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans la mondialisation, nous sommes dans un régime d'interdépendance. Nous dépendons les uns des autres. Charles Nicolle, qui était un disciple de Pasteur, disait « La connaissance des maladies infectieuses nous enseigne que nous sommes frères et solidaires. Par conséquent, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut conjuguer les deux. » Et c'est cette conception républicaine de la liberté qui est en train de se perdre, prise en étau qu'elle est, par une conception un peu totalitaire qui revient en particulier dans les régimes autoritaires, et par une conception infantile et ultralibérale qui consiste à dire « Je m'en fous des autres, tout ce qui compte, c'est ma propre liberté. » Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. On continue sur la philosophie avec vous, Raphaël Enthoven, peut-être. Pardon. Oui, c'est difficile de parler après David comme ça. La question de l'interdépendance est une question ambiguë parce que le fait de l'interdépendance, la découverte de l'interdépendance entre les individus débouche sur deux conceptions apparemment antinomiques de la liberté qui en fait se tiennent la main, qui sont que, un, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre puisqu'on est interdépendant, deux, ma liberté commence là où commence celle de l'autre. Ce qui est tout à fait différent et en même temps, je crois que ça fonctionne avec. J'insisterai pour ma part sur deux dimensions de la liberté. La dimension publique, celle que nous connaissons, celle qui effectivement m'impose de m'interrompre là où commence la liberté de l'autre pour éviter que ce soit la guerre de chacun contre chacun. Et à cette liberté-là, nous adhérons tous en principe sur le papier. Après, quand cette liberté-là prend la forme de l'obligation temporaire de porter un masque pour préserver l'autre de mes miasmes, immédiatement on la trouve liberticide. Les gens ont souvent l'opinion qui leur convient. Imposez-leur un masque, soudain leur liberté s'arrête là où leur liberté s'arrête, non plus là où commence celle de l'autre. Mais un point là-dessus, faut-il avoir une conception enfantine et frivole de la liberté pour considérer que l'impossibilité de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de ne pas mettre un masque si on n'a pas envie de le mettre, soit une atteinte à sa liberté? Faut-il avoir une définition étroite de la liberté ou la réduire à la loi du plus fort, c'est-à-dire la liberté du moins contaminé dans le poulailler, pour considérer qu'il est attentatoire à ma liberté d'enlever un masque? C'est quand même extraordinaire. La question du vaccin en est une autre. Et moi, j'ai changé de religion sur cette affaire et j'ai basculé du côté de l'obligation vaccinale à ce titre et en vérité pour les mêmes raisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une deuxième liberté dont nous sommes garants également, paradoxalement, dont les libertés publiques sont garants. C'est une liberté sur laquelle les libertés publiques n'ont aucune prise, qui est la liberté, l'intime liberté, ce que Foucault appelait l'intransitive liberté, qui prend d'ailleurs en soi souvent la forme de l'expérience selon laquelle on n'a pas le choix de faire quelque chose. Vous n'avez pas le choix d'écrire ou de ne pas écrire ce que vous écrivez quand vous êtes écrivain. C'est une expérience, c'est une autre expérience de la liberté. Et dans un état de droit, évidemment, on ne se soucie pas de ce que cette liberté nous permet de découvrir ou des expériences qu'elle nous permet de faire. En revanche, l'état de droit doit ménager la possibilité que cette liberté puisse s'épanouir, c'est-à-dire qu'on puisse avoir accès aux livres de notre choix, qu'on puisse avoir accès à tout ce qui forge un esprit, à tout ce qui fait la forge d'un esprit. Et ceci est aussi une condition de la liberté. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans égalité des chances et sans un égal accès à des faits culturels, à des objets culturels qui fécondent l'esprit. Et le dernier point, parce que, enfin, il y a deux points. Très rapidement, pardon. Deux points. Le premier, c'est qu'on fait souvent contre la liberté, contre l'acquisition, contre des libertés nouvelles, on emploie souvent l'argument selon lequel ces libertés auraient telle ou telle conséquence. C'est-à-dire qu'on liste les effets délétères d'une liberté nouvelle pour lutter ou pour argumenter contre cette liberté. Je veux dire ici que ceci n'est pas une argumentation. Faire la liste des catastrophes, des romans, des tragédies familiales qui viendraient avec l'euthanasie en France, par exemple, c'est une réalité.
Il y a toujours dans les familles des gens qui se servent de la loi pour se débarrasser des vieux, pardon de le dire comme ça. Ça marche aussi comme ça. L'humanité est ainsi faite. Mais le mauvais usage d'une liberté, le mauvais usage ponctuel d'une liberté n'est pas un argument contre cette liberté. C'était le même discours en 75 contre l'IVG, 74 contre l'IVG, où on disait l'IVG, ça va produire des comportements irresponsables, entre autres, ou ça va libérer la femme. Erreur, horreur, erreur. Bref. Ces arguments-là, ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse du mauvais, entre guillemets, usage d'une liberté n'est pas recevable contre cette liberté-là. On avait ça avec la peine de mort aussi. Bon. Et ceci est très important parce que la liberté est aussi la liberté de se nuire. La liberté est aussi la liberté par exemple, d'arborer un vêtement sexiste. Il serait liberticide d'empêcher les gens d'arborer un vêtement sexiste si elles ont envie, elles ou ils d'ailleurs, ont envie d'arborer un vêtement sexiste. Ça n'est pas, ceci n'est pas liberticide. Ça n'est liberticide que si on empêche les autres de porter autre chose. Mais en soi, il n'y a pas d'atteinte à la liberté quand on arbore un vêtement sexiste, sauf dans des endroits très des lieux institutionnels. Ça, c'est un autre débat. Et le dernier point, c'est sur la question de la liberté de l'engagement, bien sûr, qui est très importante. Je veux dire ceci, dans le débat entre Tocqueville et Constant, ou dans le débat à l'intérieur des libéraux, entre Tocqueville et Constant, Tocqueville a une définition grecque de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans engagement dans la cité. Il n'y a pas de liberté sans parti politique, sans presse, sans syndicat, et aujourd'hui, il dirait sans réseaux sociaux, paradoxalement. Tout le problème, dit-il, c'est la tentation d'enjamber ces filtres que l'on prend pour des obstacles ou pour des contraintes de notre liberté, alors qu'en réalité, ils en sont la condition. Le risque qu'avait vu Tocqueville, c'était celui que décrivait Machiavel quand il donnait au prince le conseil d'enjamber les puissants pour s'adresser directement au peuple. Machiavel disait, en faisant ça, tu donneras le sentiment que tu es à l'écoute de ton peuple et en réalité, tu auras les coups des franches. Et tu pourras faire ce que tu veux et tu donneras les contours d'une attention populaire à ce qui relève d'un pouvoir absolu. Et donc, j'insiste sur la présence des filtres, sur le péril que constitue, c'est un mot presque obsolète désormais, l'ubérisation de nos filtres et au profit du sentiment qu'on est plus libre quand personne d'autre que soi-même décide pour soi-même. Une idée ou une initiative qu'on a tout seul, c'est une initiative qui ressemble à celle de tout le monde. C'est tout le paradoxe de la liberté. Voilà, pardon, j'ai été trop long aussi. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. Peut-être en abordant un aspect plus technique avec un regard d'infectiologue, Karine Lacombe, pour faire écho à la dernière table ronde, Francis Spinner disait la première des libertés, c'est la sécurité. Est-ce que c'est votre définition de la liberté ou en avez-vous une propre ? Alors, justement, je vais reprendre mon statut de médecin pour poser un peu les termes du débat qu'on a entre nous sur la liberté individuelle et la responsabilité collective. Je voulais vous rapporter deux anecdotes. Deux anecdotes sur deux grands thèmes actuels de discussion sur est-on libre ou pas de porter le masque, est-on libre ou pas de se faire ou de ne pas se faire vacciner. Pour illustrer mon anecdote sur le port du masque, je vais vous rapporter une histoire vraie qui s'est passée dans un certain institut que tout le monde connaît bien, dans un endroit de la France très ensoleillé, où le port du masque, bien qu'il soit dicté par la loi, et on pourra revenir sur la notion de loi et les libertés individuelles, le port du masque n'est pas prohibé, mais fortement désencouragé. Et à l'occasion de plusieurs réunions dans cet institut, réunions qui ont rassemblé beaucoup de monde, il n'y a pas eu le port du masque et à l'occasion d'une de ces réunions, quelques jours plus tard, il y a eu le début d'un cluster d'infection Covid. Une personne s'est retrouvée en réanimation, intubée, ventilée. Une autre personne s'est retrouvée dépendante de l'oxygène pendant plusieurs jours. Les autres personnes ont pris un traitement très précoce qui a été très décrié. Et on voit que le fait de vouloir exercer une liberté individuelle, finalement, a quand même eu un impact majeur sur une partie de la société, donc sur le fonctionnement de l'hôpital à ce moment-là. Une autre anecdote très importante, qui est un peu plus personnelle parce que s'étant passé dans le service que je dirige, on a reçu il y a quelques semaines une vieille dame qui faisait partie d'une très grande famille où les positions anti-vax étaient absolument notoires. Le vaccin servait à asservir la population. Le vaccin avait des effets secondaires. De toute façon, le Covid n'existe pas, etc., etc. Et malheureusement, cette vieille dame est décédée assez rapidement dans une famille qui a continué à nier l'importance de la vaccination, sachant que s'ils s'étaient vaccinés ou s'ils avaient vacciné cette vieille dame, alors qu'elle était en
pleine forme physique malgré son âge, peut-être qu'elle serait encore avec nous. Donc on voit bien qu'avec ces deux exemples, l'exercice d'une liberté individuelle, finalement, affecte la liberté collective que l'on a, ce choix collectif que l'on a de sortir de la crise et de protéger les autres, de protéger ceux qui nous entourent, parce que par exemple la vaccination ou le port du masque, ce n'est pas simplement une protection personnelle, mais c'est également une protection altruiste. Et d'ailleurs, on voit bien que les personnes qui hurlent à l'atteinte des libertés individuelles, eh bien souvent sont celles qui justement remettent en cause le savoir scientifique sur lequel se basent les lois qui régissent ces décisions de port de masque, de vaccination, etc., etc. Et on voit que toutes les personnes qui mettent en avant cette liberté individuelle et l'atteinte de nos libertés individuelles à travers la crise sanitaire, exercent une certaine forme de négationnisme. Le négationnisme de la mortalité, de l'importance de la mortalité liée à l'épidémie, le négationnisme sur l'efficacité des mesures de prévention comme le vaccin par exemple, et souvent propage également des fausses informations sur les effets secondaires, sur les traitements, etc., etc. Et on est une société inclusive. On vit tous ensemble. On a un devoir de construction collective des règles qui nous permettent justement de vivre tous ensemble. Et on a vu tout à l'heure avec la table ronde que ces règles, finalement, ce sont les lois qui nous régissent et les lois que l'on décide tous ensemble. Et l'exercice de nos libertés individuelles, évidemment, est limité. Et ça me fait vraiment écho à ce que vous avez dit sur la solidarité, sur le solidarisme pasteurien. En fait, je me rends compte que c'est une partie de la discussion sur liberté dans la société, mais c'est vrai que c'est celle qui, nous les médecins, nous anime le plus, parce que l'exercice de ces libertés individuelles, en fait, sont limitées par la nécessité qu'on a de participer à l'effort collectif de maintien d'une société qui est solidaire et dans laquelle on prend tous soin les uns des autres. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la loi est importante parce qu'elle est garante de cet équilibre entre notre liberté individuelle et puis nos responsabilités collectives. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup de matière à discuter maintenant. Magnifique. Donc merci à vous trois pour vos réponses. On a bien compris que la liberté était une notion complexe et difficile à synthétiser, à expliquer simplement. David Jays, vous parliez de matrice culturelle. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'étudier le rapport qu'on a dans une société à la notion de liberté. On parle de la société française au rapport avec la crise du Covid et la crise sanitaire. J'ai une double question. Quelle serait selon vous la nature du rapport unissant les Français à la liberté? Parce que c'est vrai que dans l'histoire de notre pays, on a un rapport à la liberté extrêmement particulier. Je pense bien sûr au tableau de la liberté guidant le peuple. C'est la liberté qui guide le peuple, qui guide une nation tout entière, on forme un collectif. Liberté, égalité, fraternité. Liberté chérie, dont parlait Monsieur Temim tout à l'heure, donc deuxième couplet de la Marseillaise. On comprend bien qu'il y a une difficulté parfois d'allier liberté individuelle et liberté collective. Vous l'avez déjà un peu tous évoqué. Est-ce qu'on peut trouver une convergence entre ces deux types de liberté que tout semble opposer? Monsieur Enthoven ou Monsieur Jay, si vous vouliez commencer. Vous posez la question la plus importante, je crois, qui est celle de la conciliation des libertés individuelles et de la liberté collective, qui est aussi une responsabilité collective. Raphaël parlait tout à l'heure de Tocqueville. C'est vrai que la spécificité de la liberté française, par rapport au libéralisme néerlandais, hollandais ou au libéralisme anglais, qui sont de plus vieilles factures, c'est qu'elle est arrivée brutalement et elle est arrivée sur le terrain politique. On a mis presque du jour au lendemain à bas les ordres anciens. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain dans une société des individus, qui a été très bien disséquée par Balzac, par exemple, le grand romancier de la société des individus, avec un préjugé défavorable. C'est Balzac.
Il nous raconte cette société où les gens sont devenus complètement avides. Si vous voulez, le plus beau témoignage, au fond, de cette société libérale, non régulée, c'est le colonel Chabert. Le colonel Chabert, on le croit mort dans une charge de cavalerie à la bataille d'Eylau. Il est enseveli sous une montagne de cadavres de chevaux et de soldats. Et puis, il revient d'entre les morts, littéralement, après avoir, en quelque sorte, mangé son pain blanc dans des hospices et des sanatoriums à travers l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Dans la société post-napoléonienne et post-révolutionnaire, d'une certaine manière, il trouve une France de clercs de notaire, où il n'y a plus que l'argent, la propriété, le capitalisme. Tous les ordres anciens sont abattus, et même l'honneur qui structurait en quelque sorte l'armée napoléonienne a disparu. Et donc, en fait, en France, quand on a abattu tous ces anciens ordres, ces guildes, ces corporations, cette société ancienne, l'individu s'est retrouvé seul face à l'État. Et effectivement, Tocqueville nous met en garde en disant, dans une société où l'individu est seul face à l'État, le risque, c'est que ça dégénère en tyrannie, puisqu'il n'y a plus de médiation. Donc il faut reconstituer par l'action civique, et c'est là qu'effectivement il se rapproche des anciens. Et que c'est un libéral anti-individualiste. Absolument. J'insiste là-dessus. Voilà, Absolument, parce que c'est au fond un nostalgique de la société ancienne, mais qui sait qu'elle ne reviendra pas. Donc il est optimiste par la raison. Il disait « Je suis aristocrate de cœur et démocrate de tête ». Ben voilà, c'est exactement ça. Et donc on va reconstituer en quelque sorte des médiations collectives. Donc c'est le débat public, c'est les associations, c'est les syndicats, c'est les partis, qui vont permettre de conjuguer cette liberté individuelle et cette liberté collective. Et ça, c'est absolument indispensable. Et pourquoi je suis inquiet ? Parce qu'au fond, l'affaire du Covid a montré l'effondrement de toutes ces médiations. Il n'y a plus de partis. Depuis 2017, c'est un concept ringard. Les syndicats, ils sont quand même pas en très bon état. Les corps constitués, les corps intermédiaires, ils sont un peu discrédités, délégitimés, puis c'est devenu un sport national de leur taper dessus. Et même le débat public et la science ont été délégitimés. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que le débat public, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il y avait un humoriste il y a quelques années qui disait « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Moi, je pourrais compléter en disant « c'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Donc aujourd'hui, plus de médiation. Cette désintermédiation fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi sans aucune procédure de validation. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est justement la délégitimation de la science dans cette affaire du Covid aussi. C'est-à-dire que, et c'est la responsabilité en partie des plateaux télé, des chaînes d'infos en continu, mais aussi de certains médecins qui se sont prêtés de manière complaisante à ce jeu. C'est-à-dire qu'on met en scène en réalité une controverse scientifique ou un travail scientifique qui est sain mais qui doit se dérouler selon des règles et des procédures, parce que la science est d'abord une méthode de falsification, et c'est une méthode qui a sa propre temporalité. Ça prend plus de temps, la science, que le débat public avec un sujet par jour de discussion. Et là, on va sur CNews, on met en scène un faux médecin avec un vrai médecin, comme si au fond le débat scientifique c'était juste une controverse d'opinion. Non, la science, c'est pas des opinions. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que non seulement les partis, les syndicats, les organisations sont effondrés, mais aujourd'hui, c'est le débat public lui-même et la place de la science dans la société, la rationalité scientifique qui sont attaqués. Ça nous prépare des lendemains qui ne chantent pas. Non, mais où on dit n'importe quoi. Où on dit n'importe quoi et où des tas de gens se sentiront le droit de dire n'importe quoi. On peut résumer l'inquiétude qui anime David peut-être par une équivalence grotesque en démocratie, qui est l'équivalence entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. On fait comme si l'équivalence des compétences était un des éléments de l'égalité des droits. Moi qui ai les mêmes droits que vous, j'ai bien le droit d'avoir une opinion qui soit aussi recevable que la vôtre. Pas du tout. Le problème, évidemment, c'est le statut de l'expertise dans un univers hyper démocratique qui considère que la détention d'un savoir, ou que le fait de détenir un savoir, signifie qu'on l'a dérobé à quelqu'un, ou qu'en tout cas, on en fait un usage délétère et qu'on fait partie des sachants, des puissants, et pour cette raison, des exploiteurs. Cette rhétorique-là, qui est infalsifiable, parce que c'est un dogme, qui est infalsifiable, s'appuie, me semble-t-il, sur une équation démocratique exorbitante, qui est, encore une fois, l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. Une équation dont l'origine est à chercher dans l'ambivalence du verbe pouvoir. Vous pouvez tous courir le 100 mètres en 9 secondes, seulement vous ne pouvez pas le faire. On a pris l'autorisation pour une capacité. C'est un problème qui remonte aux années 60 et puis plus tard ensuite à l'antipsychiatrie, où on considérait qu'en fait c'était l'institution qui provoquait la folie et que, en définitive, les gens qui étaient
débarrassé des contraintes et des tutelles, était rendu à une liberté, à l'expression libre de ce qu'il pouvait faire. Comme s'il suffisait qu'on vous permette un truc pour que vous en devinssiez capable, ce qui ne marche pas. Et ceci est un problème démocratique qui remonte très très loin, enfin c'est un vieux truc, et qui évidemment à l'ère des réseaux sociaux est démultiplié, et auquel on est confronté en permanence, et qui a des conséquences très concrètes. Le cluster à l'IHU, je ne connaissais pas cette histoire. Alors justement, le cluster à l'IHU, on a un équivalent littéraire dans La Peste, qui est vraiment qu'il faut lire à tous égards en ce moment, mais j'avais pas pensé à ça. La première victime de la peste dans le livre de Camus, c'est Monsieur Michel, c'est le concierge. Camus déteste les concierges, il les fait toujours mourir. Ou alors mal se conduire sur les collabos, sur les premiers à mourir, bref, comme ça. Il déteste les concierges. Et là, Monsieur Michel, c'est le premier à trouver des rats devant sa porte. Il se dit, qui est le plaisantin qui m'a mis des rats devant ma porte? Partant du principe que comme il a nettoyé la maison, il n'y a aucun problème, il ne peut pas y avoir de rats, c'est qu'on les a mis là. 2 rats morts. Donc il prend les rats morts par la queue et il se met devant sa porte en attendant que le coupable se dénonce toute la journée. Il tient les rats comme ça par la queue. Évidemment, c'est le premier à attraper la peste et il meurt en disant « Ah, les salauds! Ah, les cochons !» C'est-à-dire que c'est le type qui doit à sa propre incompétence de tomber malade et qui, en tombant malade, maudit naturellement tout le monde sauf lui-même. Je trouve qu'on n'est pas loin de vieille dame sympathique, anti-vax, qui a rencontré la réalité à ses dépens. Alors, un point encore qui me semble très important sur la question, le rôle de Tocqueville. David l'a dit excellemment, Tocqueville est un être dont l'ambivalence est en démocratie extrêmement féconde. C'est celui qui nous met en garde contre ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, ça n'est pas la tyrannie électorale, ça n'a pas de sens. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. La tyrannie de la majorité, c'est la tyrannie du convenable. C'est un passage magnifique de mémoire où il dit « Vous dites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème, seulement de vos biens, rien ne vous reste. Non, vos biens, tout vous reste, mais au milieu des humains, vous ne serez plus traité en humain, vous serez traité en étranger. Vos semblables vous tourneront le dos et ne vous accorderont plus leur suffrage. Autrement dit, vous serez ostracisé de votre vivant, vous mourrez de votre vivant à l'existence même en société. C'est la tyrannie de la majorité. L'équivalent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la shitstorm ou le bad buzz. C'est ce que Tocqueville décrit dès le 19e siècle. Et si Tocqueville est si bon pour décrire les mécanismes démocratiques et ce qu'ils peuvent avoir de dangereux, c'est que les mécanismes démocratiques, d'abord, il les repère en Amérique à leur émergence, il y voit l'avenir de l'Europe dans un jeune pays, c'est ça qui est fort, et surtout, il est celui qui dit l'erreur de la Révolution française et d'avoir voulu couper la tête de tout ce qui précède. En coupant la tête de tout ce qui précède, on a reconduit le système qu'on prétendait abolir. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, le jacobinisme et la centralisation est un héritage d'une monarchie absolue dont on a prétendu supprimer précisément la totalité. Quant à nos syndicats, c'est un héritage des corps intermédiaires qu'on a voulu abolir aussi. Et la lecture que fait Tocqueville de ce moment-là est très importante parce qu'il montre qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les grandes périodes de l'histoire et que les gens qui se prennent pour des tables rases sont en réalité les pantins de leurs désirs au lieu d'être des gens qui inaugurent quelque chose. Et le dernier point, c'est le statut de l'égoïsme. La démocratie où nous vivons, notre démocratie libérale, autorise le droit, nous donne à tous le droit d'être égoïste. Et c'est ça qui est merveilleux. La loi nous permet d'être un sale con, nous permet d'être replié sur soi-même, d'être dans sa coquille, de dire on n'en a rien à foutre et de dire à la queue comme tout le monde quand c'est vous qu'on dépasse. Voilà, c'est comme ça. La loi autorise ça. Et ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, l'égoïsme est évidemment délétère, mortifère en démocratie. Si chacun se replie sur lui-même, c'est l'atomisation du corps social et la place est ouverte pour le démagogue ou le tyran. Donc évidemment, le désengagement qui est un effet de l'égoïsme individuel est une catastrophe en démocratie. Mais le fait de l'égoïsme, le droit qu'on a par la loi de faire ce qu'on veut, de vouloir ce qu'on veut, etc., ce droit-là est, à mon avis, une garantie de survie démocratique considérable. C'est-à-dire que les gens mourront pour défendre le droit d'être égoïste. Et en cela, l'égoïsme, paradoxalement, est une valeur sûre. Donc complexe de concilier liberté individuelle et liberté collective. On a un peu parlé de liberté d'expression, de quelle légitimité, quelle responsabilité individuelle et collective dans le débat public, dans la prise de position ou d'opinion. On va en parler encore un peu tout à l'heure en parlant de démocratie, de liberté d'expression. J'aimerais bien revenir sur liberté individuelle et collective, et ma question s'adresse à vous, Madame Lacombe. Pour les jeunes, vous avez tous parlé aussi d'engagement, c'est une notion très importante dans les libertés. Emmanuel Macron disait qu'il n'était pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Je pense que beaucoup de gens de mon âge seront d'accord avec ce propos.
Est-ce que la perte de liberté individuelle pour un jeune aujourd'hui, en 2020 et 2021, n'est-elle pas plus importante que la perte de liberté individuelle pour d'autres personnes qui se sont déjà engagées, qui sont déjà entrées dans la société et qui ont déjà pu se construire leur propre opinion et leur propre chemin en quelque sorte? Je pense que effectivement, ça nous interroge aussi sur ce que ça veut dire que vivre en société. Que vivre en société et faire être garant du bien-être des autres, de ceux qui nous entourent. C'est évident que quand on prend l'exemple particulier de la Covid-19, c'est une maladie qui touche principalement les personnes d'un certain âge, mais pas que. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux généralisations, qui touchent surtout ceux qui ont des facteurs de risque, qui en général ne sont pas des facteurs de risque qu'on retrouve chez les plus jeunes. En revanche, on voit bien qu'on n'est pas dans une société où le monde est clivé, où on a d'un côté les vieux qui ne servent plus à rien, et d'un autre côté les jeunes qui sont les premiers de cordée et qui vont filer de l'avant. On est dans une société où la solidarité doit être la base de notre fonctionnement. Une société jeune, 15-20 ans, ne peut pas vivre sans ses aînés qui sont là pour justement faire en sorte que la société fonctionne, qu'ils puissent bénéficier justement de tout ce dont ils ont besoin pour vivre au quotidien, pour l'éducation, etc., etc. Et c'est parce que justement les plus âgés d'entre nous ont travaillé une certaine période de leur vie que les plus jeunes actuellement, les petits-enfants, peuvent bénéficier de la vie qu'ils ont, et en particularité comme dans la société française où l'ascenseur social a fonctionné pendant longtemps, c'est parce que les plus âgés ont travaillé et ont amassé une certaine fortune entre guillemets qui font que les plus jeunes peuvent mener la vie qu'ils ont en dehors de la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est une période qui est très courte, qui demande à chacun de faire un effort. L'effort est collectif, et cet effort collectif est un effort aussi de solidarité. Et c'est parce qu'on va tous travailler à la solution pour sortir de cette crise qu'on en sortira d'autant plus vite. Et ne pas prendre soin de nos aînés, je pense que laisser une partie d'entre nous au bord de la route, alors pas que nos aînés, mais aussi les personnes qui ont le moins accès aux soins, comme les personnes migrantes, les personnes qui sont dans une situation défavorisée dans la société. On a bien vu par exemple que dans le 93, c'était là où il y avait un impact socio-économique le plus fort de la crise sanitaire. Pas uniquement chez les personnes âgées, mais également chez les plus jeunes, chez les parents, etc. Et ne pas prendre en compte l'intégralité de la société quand on cherche une réponse à une situation sanitaire catastrophique, c'est faire perdurer en fait les inégalités et introduire une fracture dans la société. Et c'est vraiment, je pense que fondamentalement dans la société inclusive telle qu'on l'a construite depuis des années, en particulier après par exemple la Deuxième Guerre mondiale, où on a construit tout le système de notre sécurité sociale avec la protection des risques qui s'impose à nous et qui nous oblige à nous investir, on ne peut pas continuer à avancer en tant que société. Donc, on comprend les problèmes de la société plus jeune, comme vous dites, avoir 20 ans en 2020, 2021, ça a vraiment été une expérience extrêmement difficile, mais il faut savoir que toute société fait face à des difficultés, que c'est tous ensemble qu'on peut passer ces difficultés. Alors, pour rebondir là-dessus, vous nous parliez de solidarité, Karine Lacombe. David Jays, vous nous parliez avant de société des individus. Ce qu'on a vu aussi par rapport à la pandémie ces derniers temps, c'est vraiment la réaction des différents États. Et deux modèles se sont un peu décidés. On va dire le modèle occidental. Ce modèle occidental, c'est celui qui vante l'égalité, c'est celui qui vante la société des individus individuellement parlant et découpée. Et de l'autre côté, on a vu les sociétés, notamment les sociétés asiatiques, agir au nom d'un collectif d'une certaine façon. Et là, ma question s'adresse à vous, David Jays. Est-ce que répondre à la manière occidentale, à la manière européenne, à cette crise,
dans la façon dont on y a répondu, en jouant sur l'individu en tant qu'individu et non pas sur l'ensemble. Est-ce que ça n'est pas viser un temps court, une réponse qui ne va pas aller sur la durée, d'une certaine façon, pour répondre de cette crise? Alors, je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'il y ait eu tellement de différences dans les réponses. Là encore, ça va être un point de désaccord avec les 3 économistes de ce matin. Je trouve cette histoire d'arbitrage entre économie et santé complètement débile. Il n'y a aucune société qui a fait, et c'est d'ailleurs un fait assez nouveau dans la gestion de la Covid, dans cette épidémie, qui a fait un arbitrage économie contre santé. Toutes les sociétés ont essayé de protéger la santé plus ou moins bien. Alors parfois il y avait des pitres comme Bolsonaro qui effectivement s'en fichaient, mais c'était un système fédéral dans lequel les États fédérés ont pris leur part. Et effectivement, là où vous avez eu des pitres qui ont dit... Et voilà, exactement. Et là où vous avez eu des pitres qui au sommet de l'État, heureusement, il y avait des contre-pouvoirs, ont dit on privilégie l'économie à la santé, la réalité leur est revenue en boomerang. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fonctionner, et c'est sans doute une nouveauté anthropologique, nous ne supportons plus la mort de masse. Voilà. Et ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas une question de société holiste, individualiste, d'Asie, d'Europe, de théorie des climats. Nulle part, nous ne supportons la mort de masse, la mort absurde, aléatoire et statistique. Et il faut se rendre compte du chemin parcouru par rapport au XXe siècle, qui a été le siècle des fosses communes, des charniers. On parlait du Rwanda, c'est encore la fin du XXe siècle, le Cambodge, la Shoah évidemment, et puis toutes les épidémies et pandémies, les 50 millions de morts de la grippe espagnole, et plus récemment, 57, 68, les grippes, je ne me rappelle plus de Hong Kong, laquelle était celle de Hong Kong, mais qui avaient fait des centaines de milliers de morts dans une indifférence quasi générale. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Toutes les sociétés donc, ont réagi d'une manière ou d'une autre, ont activé des défenses, et donc il n'y a pas eu d'arbitrage entre santé et économie. On s'est tous dit, il faut rétablir la santé, et ensuite l'économie repartira. Et d'ailleurs, c'est un raisonnement qui est indispensable, y compris du point de vue de l'économie, car il n'y a pas d'économie qui puisse repartir dans un système où les gens continuent à mourir en masse dans les couloirs des hôpitaux. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc ça, la bonne nouvelle de ça, c'est le basculement anthropologique dont je parlais, mais c'est aussi le fait qu'après 30 ans d'ultralibéralisme, et je dis bien d'ultralibéralisme qui n'a rien à voir avec le libéralisme, dont moi, le libéralisme éclairé, dont je peux me réclamer aussi, qui s'intègre très bien au républicanisme en France. Mais après 30 ans d'ultralibéralisme, où justement les gens pensaient être seuls dans leur monade, comme si on était dans des capsules, vous savez, comme dans les films de science-fiction, où on n'interagit jamais avec les autres, on partage jamais nos miasmes, on n'est jamais dans une relation de soin vis-à-vis des autres. Et bien après 30 ans où on a dit les corps intermédiaires, etc., ça sert à rien, on jette tout ça par-dessus bord, vive l'individu, etc. Et bien après 30 ans, on s'est rendu compte que nous vivions dans des sociétés. Et que des sociétés, c'est des corps complexes. C'est comme l'organisme humain. C'est pour ça qu'il faut faire un peu plus de médecine et un peu moins d'économie. C'est des corps complexes. C'est des corps extrêmement complexes, avec des relations extrêmement complexes qui se jouent. C'est des écosystèmes, en fait. C'est comme la nature aussi. Et si vous perturbez une relation entre deux nœuds dans cet écosystème, vous risquez de perturber l'ensemble de l'organisme, l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes embarqués, disait Pascal, dans l'interdépendance. À l'intérieur d'une société, la société française, républicaine, à l'intérieur du monde aujourd'hui, parce que tout circule, les hommes, les informations, les capitaux, les maladies, regardez le Covid, la vitesse à laquelle il s'est propagé aux 4 coins du monde, dans les aéroports, etc. Et puis avec la nature aussi, avec l'environnement. Nous sommes dépendants, nous sommes interdépendants. Ce que nous faisons, nos actions, même individuelles, ont des répercussions sur l'environnement. Pensons ces institutions de la solidarité. Moi, je ne suis pas du tout pour la démondialisation, mais Edgar Morin, du haut de ses quasi 100 ans, a dit la phrase la plus belle du confinement et du Covid, il a dit « La mondialisation d'aujourd'hui, c'est de l'interdépendance sans solidarité ». Moi, je ne pense pas, comme les populistes, qu'il faille supprimer l'interdépendance. Ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs un point qu'ils partagent avec les ultralibéraux. C'est l'idée, au fond, qu'il n'y a que des indépendances. Non, il faut compléter l'interdépendance par des institutions de la solidarité. Redécouvrons ces penseurs de la Troisième République, ces pasteuriens, ces sociologues, ces philosophes qui ont fait tant de bien à la société française et qu'on a complètement et injustement effacé de notre héritage. Et pour aller dans ton sens, j'ajouterais que qu'est-ce qu'on transmet? À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de faire de la politique par exemple? Qu'est-ce qu'on transmet aux gens? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Un sens des priorités peut-être. Qu'en l'occurrence, alors moi je parlerais d'un arbitrage, mais un arbitrage en faveur de la santé, d'une certaine manière, dans une certaine limite. Mais quand même, expliquer aux gens que quel qu'en soit le coût,
quoi que ça coûte, hein, quel qu'en soit le coût, il est important, il est essentiel de sauver des gens dont l'activité en elle-même, d'un point de vue de rendement, n'est pas essentielle. Rien n'est plus important que de sauver des vies improductives. Expliquez ça aux gens. Et leur dire que ça n'est pas les sacrifier que de leur demander temporairement une suspension de leur propre liberté ou de leur propre plaisir, au profit d'individus dont l'existence est certainement plus brève que la leur, ou vraisemblablement. J'ai entendu, moi, des discours qui disaient « c'est quand même fou de ne pas vacciner les jeunes, de vouloir uniquement vacciner des gens qui n'ont plus rien à faire sinon à attendre la mort. » Mais la vie de quelqu'un qui attend la mort n'a pas moins de prix que la vie de quelqu'un qui a toute sa vie devant lui. Et ceci-là, ce fait-là, cette indifférence au rendement dans l'évaluation de nos existences singulières est une des choses les plus importantes de cette pandémie. C'est une des choses les plus courageuses qu'on ait pu faire. C'est une des meilleures décisions qu'on ait pu prendre, à mon avis. Il fallait sacrifier ceci. Il fallait sacrifier l'important inessentiel à l'essentiel superflu. Mais il fallait le faire. Et ce geste-là, toutes les sociétés occidentales, d'une manière ou d'une autre, s'y sont livrées. Et je trouve très important, je crois qu'il y a une vertu pédagogique à cela. Et vraiment, pour ça, je m'en réjouis. Un point, vous avez employé tout à l'heure l'expression de société inclusive. J'ai tendance à penser qu'une société dite inclusive est aux antipodes d'une société solidaire. Parce que ce qu'on appelle ou ce qu'on voit émerger aujourd'hui en matière d'inclusivisme, c'est pas de l'inclusion, c'est la revendication égalitaire de particularités qui sont tenues pour des valeurs en soi, mais qu'on sépare. C'est-à-dire une société inclusive aujourd'hui est une société qui demande à chacun d'être lui-même ou de devenir lui-même. Je ne vois rien de moins intéressant et surtout rien de moins solidaire. Le fait de la solidarité, la découverte de la solidarité que cette pandémie nous a apportée est à mon avis aux antipodes d'une société dite inclusive dans l'esprit de ceux qui la promeuvent. Et j'ajouterais à ça que je ne sais plus ce que je voulais vous dire sur le fait de la solidarité et l'inclusion. Une société. Le paradoxe de la solidarité qu'on a découverte à la faveur de cette pandémie, c'est que on l'a découverte non pas comme une injonction morale. Soyez solidaires, il faut être solidaire, c'est bien d'être solidaire. On l'a découvert comme un fait. Vous êtes liés. Si vous ne restez pas chez vous, vous allez contaminer le voisin. Donc vous êtes liés de toute façon. Et ça c'est très important parce que, bizarrement, c'était être solidaire, c'était prendre soin de l'autre que de se replier sur sa coquille pendant la pandémie. Et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ce qui s'est passé là, on a eu d'autant moins de mal à nous sentir solidaires qu'il fallait pour le faire ne penser qu'à soi. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'on a basculé d'une solidarité qui serait un principe, une valeur, à une solidarité qui est un fait, qui est constatable. Nous sommes solidaires et c'est à nous de savoir comment composer avec ce fait. Ceci n'est pas une valeur, ceci n'est pas une profession de foi, ce n'est pas une morale. Non, c'est une information. Nous sommes solidaires, je dirais même mieux, nous sommes inséparables. Madame Lacombe, vous voulez réagir ou non? Enfin, vous êtes d'accord? Oui. Enfin, vous avez illustré avec beaucoup plus de flamboyance ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec mes mots à moi rapportés à l'expérience du quotidien, absolument. Alors, la société inclusive, c'est moi qui tout à l'heure parlais de ce terme-là. Mais à coup de part. Et c'est vrai. Non, pas du tout. Je suis. Ça m'a interrogé. Voilà, absolument. Ça m'a interrogé la façon dont vous l'avez illustré en l'opposant quelque part au terme de solidaire, parce que pour moi, la société inclusive, c'est la société qui permet qui n'envisagent pas que l'on puisse laisser certains d'entre nous sur le côté de la route. Et les inclure, et les inclure dans le fonctionnement de la société, alors que tous les portent à en être exclus, est vraiment une des choses qui m'anime dans l'exercice de la médecine au quotidien tel que je le pratique, beaucoup au contact des migrants, au contact des exclus de la société parce que, par exemple, ils peuvent avoir des pathologies mentales, et on sait que la pathologie mentale exclut du fonctionnement de la société. Tout ce qui nous interroge sur notre normalité est excluante. Ce que je veux dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si une société inclusive est une société qui lutte contre l'exclusion, on est parfaitement d'accord. Si une société inclusive est une société dont chaque individu exclut tout ce qui n'est pas lui-même,
ce qui est ce à quoi nous arrivons aujourd'hui, alors je vois un grand danger d'exclusion systématisée à l'intérieur même d'une société dite inclusive. Pour le dire simplement, j'ai le sentiment avec cette histoire de société inclusive que nos libertés sont en train de mourir avec le sentiment de guérir. Le rêve d'une société inclusive, par exemple, c'est que la loi punisse l'irrespect. Vous m'avez choqué, vous m'avez offensé, que la loi punisse l'offense, que la loi réprime l'offense. Imaginez un monde où la loi réprime l'offense. On a tous des raisons différentes d'être vexés. C'est-à-dire que demain matin, je peux considérer qu'un discours qui justifierait l'IVG est une offense directe à mes convictions et par là même le faire interdire au nom d'une société inclusive. Une société dite inclusive est une société où la loi se soucierait de ce qui choque, non pas de ce qui humilie. Aujourd'hui, la loi réprime dans la mesure du possible ce qui humilie, et ça c'est très important. C'est toute la différence entre le blasphème et le racisme, par exemple. Le blasphème peut choquer, mais le racisme humilie. Et cette nuance-là me semble très importante, et c'est une condition de l'inclusion, justement. En revanche, si l'inclusion, c'est de respecter chacun au point de respecter le droit qu'il peut avoir d'être offensé par telle ou telle chose, c'est la fin du monde commun, au nom d'une société inclusive. Voilà. J'aimerais bien revenir sur la liberté d'expression et l'importance du débat public, notamment en temps de crise. Alors, est-ce que la liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer sur tous les sujets ? Oui et non. Oui, car tout le monde est libre finalement de dire ce qu'il pense ou de penser ce qu'il veut. Mais non également parce que être libre, c'est pouvoir choisir. Donc c'est choisir de s'exprimer, mais aussi de ne pas s'exprimer. Et ce choix relève de la responsabilité individuelle et de la légitimité de chacun. On a vu qu'il y avait un problème de débat public. C'était dur de mettre en place un débat public sain, de trouver les espaces pour échanger. Ma question s'adresse à vous, Monsieur David Jayes. Alors même que ce débat public sain est le fondement et la garantie du bon fonctionnement d'une démocratie, le fait de pouvoir échanger, on est tous interdépendants, il faut qu'on puisse s'adresser la parole et discuter, tout simplement. La démocratie est-elle un régime politique qui ne sait pas traverser les crises parce qu'elle ne sait pas, en tout cas aujourd'hui, maintenir un débat public sain ? Je vais vous répondre d'abord sur la liberté d'expression. J'applique à la liberté d'expression exactement la même grille de lecture qu'aux autres libertés, c'est-à-dire que le principe dans une société libérale, et je crois que c'est un immense progrès de l'humanité, parce que Raphaël parlait du blasphème, pendant des siècles, le blasphème était un crime. Et on a brûlé, voilà, c'était un crime. On a pendu, on a coupé des têtes, etc. pour blasphème. Donc c'est quand même formidable de pouvoir vivre dans une société, je repense au texte de Spinoza, où on peut s'exprimer librement, moyennant quand même le respect de certains principes et de certaines lignes rouges qui d'ailleurs peuvent varier d'une société à l'autre, parce que là encore, il n'y a pas de raison que ce qu'on vient de dire sur le solidarisme ne s'applique pas aussi à la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression, au fond, ça n'est pas, ça ne doit pas avoir aucune limite. Et donc, par exemple, le racisme et l'antisémitisme, aujourd'hui, sont interdits par... Enfin, en tout cas, c'est pas qu'ils sont interdits par la loi, c'est que la profération de paroles racistes ou antisémites est susceptible de poursuites judiciaires parce qu'on considère on est libre d'avoir ses pensées. Oui, absolument. Ça. Et j'ai presque envie de dire, on est presque, s'il n'y a pas de témoin, on est libre au fond de soliloquer raciste ou antisémite. En revanche, hurler sale juif dans sa douche, il n'y a aucun problème. Absolument. La loi ne surveille pas ça. Ça, c'est une distinction très importante. Et c'est hyper important, pardon. Ouais. Excusez-moi. Tout à fait. En revanche, si je suis aujourd'hui au mardi de l'ESSEC, qui sont un samedi, et que je profère des paroles antisémites ou racistes, eh bien, j'aurai des poursuites judiciaires, et c'est une très bonne chose, parce que en faisant ça, je ne me contente pas d'exprimer une opinion débile. J'attente au pacte social. J'attente au pacte social. Parce que ce sont le négationnisme, par exemple, sur la Shoah, ce ne sont pas simplement des paroles, ce sont des actes politiques et sociaux qui sont intentionnellement commis pour nuire au pacte social, pour distiller en quelque sorte le poison de la haine, de la violence. Et donc, c'est pas juste des paroles. Et donc, là encore, cette espèce de rapport infantile à la liberté qui consisterait à penser qu'on a le droit dans l'espace public de dire tout et n'importe quoi, ça ne va pas. En revanche, c'est certain que, étant attaché aux libertés, comme nous le sommes tous, je pense, puisque vous avez choisi de mettre votre journée sous cette bannière-là, il faut en avoir une conception large et il faut la défendre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas grignoter sans cesse l'espace de la liberté d'expression au profit qu'on est vexé, qu'on est offensé, qu'on est blasphémé, etc. Non.
les lignes rouges doivent être ténues, en quelque sorte. Et au fond, il faut que l'état de droit prévale. Alors, pour répondre rapidement sur la démocratie, je crois que, contrairement à ce que vous sembliez sous-entendre dans votre question, la démocratie est le régime le plus résilient aux crises. C'est le régime le plus résilient. Je veux dire, les dictatures ou les régimes populistes n'ont pas particulièrement bien traversé la crise Covid. Ils n'ont pas particulièrement bien passé l'examen, si je puis me permettre. Donc, si vous voulez, je pense qu'une démocratie est extrêmement robuste vis-à-vis des crises, mais à condition de n'être pas qu'une collection d'individus, effectivement, qui sont animés par leur pur égoïsme et qui sont dans une relation comme ça solitaire vis-à-vis de l'État, mais une démocratie sera forte, et notre démocratie française sera raffermie lorsqu'on aura fait une reconstruction républicaine. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre le sens de la République. Est-ce que cette reconstruction de la République, Karine Lacombe, pourrait se faire d'une certaine façon en redonnant place aux spécialistes? On l'avait un peu évoqué tout à l'heure. Faut-il aujourd'hui faire grand place dans les administrations, dans les plus hauts organes de la République, aux spécialistes, aux médecins, aux ingénieurs, pour d'une certaine façon laisser place à la technique et retrouver un débat peut-être plus sain sur le fond? Oui, c'est une bonne question. J'en suis pas tout à fait sûre parce que je pense que on n'est pas une technocratie. On ne doit pas être une technocratie. On ne doit pas être une technocratie où le technique finalement guide le choix, guide la loi, guide les choix de société. La technique, le savoir scientifique doit être là pour appuyer une décision, mais non pas faire en sorte que cette décision ne repose que sur l'expertise technique. On l'a bien vu cette année. Ça a été une année extrêmement difficile pour nous, où on a eu une remise en cause permanente du savoir scientifique, de la démarche scientifique. On a vu émerger un populisme scientifique comme on l'avait jamais vu avant, et on a vu également que le temps médiatique a bousculé le temps de la science. Vous en parliez tout à l'heure. Où en fait l'expression, et d'ailleurs ça a beaucoup influencé toute la discussion autour des libertés individuelles, la responsabilité collective, etc. L'expression d'une opinion, finalement, si tant est qu'elle est en rupture avec le savoir scientifique, a pris plus de valeur que le savoir scientifique lui-même, parce que le savoir scientifique demande du temps pour se conforter, et que, en fait, toute l'année, on a été surtout tiré par le temps médiatique. Alors, je pense vraiment que la construction du savoir scientifique, l'acquisition de la technique, doit aider au choix de société que l'on fait, mais ne doit pas être la seule dimension à prendre en compte. Donc non, je ne pense pas qu'on doive aller vers une technocratie. On doit utiliser le savoir scientifique comme un moyen, mais pas le seul moyen qui nous fait décider des orientations qu'on donne à la société. En fait, il y a deux périls ici. Il y a le péril du gouvernement des sachants, le péril des détenteurs de savoir, en somme, qui vous disent, bon, écoutez, soyez gentils, de discuter si vous voulez, mais laissez ceux qui savent, laissez les grands agir. C'est-à-dire le péril d'une infantilisation délibérée des citoyens au profit du sentiment qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ignorent. Et l'autre péril, c'est celui de l'ultra-crépitarianisme, ou bien du sentiment que finalement la connaissance est bien aussi répandue que les droits, et qu'en somme, chacun peut discuter avec tout le monde. Péril parfaitement incarné par Marine Le Pen, qui, quand dans l'entre-deux tours en 2017 se voit poser la question par Anne-Claire Coudray, elle dit les Français savent bien que depuis 2001, les Français s'en souviennent, depuis 2001, n'est-ce pas, le passage à l'euro, l'inflation a fait que la baguette a été multipliée par 4, ou je sais pas quoi. Et Anne-Claire Coudray est là et montre les graphiques de l'INSEE, dit bah non, en fait non, l'inflation a suivi un cours normal. Réponse de Marine Le Pen, eh bien madame, les chiffres mentent. Et alors quand Marine Le Pen dit les chiffres mentent, elle ne dit pas les chiffres sont faux, elle dit les chiffres sont méchants.
c'est pas le chiffre qui dit faux, c'est que ce ne sont pas les faits ici, c'est la morale, c'est-à-dire qu'elle moralise son opinion. On a un rapport sentimental à son propre savoir. On croit qu'on a les moyens d'adopter un rapport sentimental à son propre savoir. C'est la raison pour laquelle l'opinion publique évalue souvent les opinions, évalue toujours une opinion en fonction du degré d'accord. On vous tient pour un obscurantiste. Un partisan de l'hydroxychloroquine vous tiendra pour un obscurantiste si vous faites valoir qu'un essai non randomisé, enfin, etc., etc. Si vous faites valoir les critiques contre le protocole, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il pense. Et donc, l'effet de ça, c'est qu'on donne... En fait, la théorie devrait nourrir les opinions qu'on finit par avoir, mais c'est tout à fait le contraire. Les opinions, on commence par les avoir, et ensuite l'arsenal théorique ou l'arsenal argumentatif vient dorer l'opinion qu'on continue d'avoir. Et ceci est ouvertement liberticide, parce qu'en réalité, ça crée un débat qui n'en est pas un. C'est tout le problème de la démocratie. La démocratie est le régime le plus résilient, c'est le plus stable, c'est le plus solide, et d'ailleurs il a été mis à l'épreuve ici, et ça le montre. Un régime qui sacrifie la liberté est un régime plus fragile qu'un autre. Donc ça n'était pas notre cas. Et de ce point de vue, effectivement, il y a rien à dire. Enfin, il y a beaucoup à dire, mais disons que c'est vraiment le moins pire de tous les régimes à tous égards. Reste qu'en démocratie, c'est très rare d'avoir des débats. Quand vous êtes, par exemple, dans une séquence politique, une séquence électorale, vous ne verrez jamais quelqu'un dire à l'autre « c'est vous qui avez raison ». Alors qu'en principe, un débat, c'est mettre la vérité en partage, c'est considérer que des vérités antagonistes sont des vérités complémentaires, c'est respecter l'opinion de l'autre. Et pourtant, ces beaux principes ne sont jamais mis en œuvre parce que la démocratie exige que les deux débatteurs soient les mandataires de ceux qui pensent comme eux. Et donc, on n'a pas de contradiction, on a de l'opposition. Et l'opposition, c'est la mort du débat. Sur les réseaux sociaux, ça prend la forme d'un lynchage public chaque fois que vous avez l'heure de dire quelque chose qui, rationnellement, ne convient pas. Ou bien ça prend la forme du procès qu'on vous fait d'être conservateur quand vous dites que 2 et 2 font 4. Vous n'avez pas défendu le statu quo quand vous avez dit que 2 et 2 faisaient 4. Et un point encore, parce que j'aurais peur de l'oublier, et vous avez évoqué la question de la liberté d'expression. On peut revenir à l'infini là-dessus, et ce que disait David était passionnant. C'est pas pareil, si vous voulez. La question, le débat entre les républicains et les anglo-saxons, pour le dire vite, c'est est-ce qu'on est plus ou moins libre dans un monde où on a le droit de dire mort aux juifs ou mort aux arabes dans la rue? Je pense qu'on est moins libre. Voilà. Je pense qu'on est moins libre dans ce monde-là que dans un monde où de telles proférations sont interdites. Mais je pense que c'est très important parce que ça permet justement de faire la différence entre l'insulte antisémite, l'insulte raciste, la xénophobie publique et par exemple le blasphème qui n'a rien à voir et qui pour le coup est une liberté enfin, ça n'est pas un délit, c'est même pas un problème en fait. Ça ne devrait même pas être un problème. Et le deuxième point, c'est l'autocensure. Et c'est ça l'ennemi. C'est ça l'adversaire. Le véritable danger, c'est l'autocensure. Je vous donne un exemple. Si j'étais venu ce matin avec un t-shirt Charlie Hebdo, c'est dur d'être aimé par les cons, j'aurais pu le faire, il n'y aurait pas eu de problème. On aurait dit, bon, ok, il fait de la provocation, il fait le malin, il fait ci, il fait ça. Et cette vague défaveur, si vous voulez, ce sentiment, cette désapprobation, qui pourtant, je suis couvert par la loi, ne m'empêche pas de monter sur scène, mais qui aurait peut-être été comme une note continue, c'est ça ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que c'est se soumettre à la rumeur désapprobatrice. La tyrannie de la majorité s'exprime là. Alors ça prend la forme de l'autocensure chez certains dessinateurs. Hermann, par exemple, dessinateur suisse, soumet chacun de ses dessins à un panel de lecteurs choisis selon leur diversité et leurs différentes couleurs ou leurs pratiques sexuelles, auquel il soumet ensuite ce dessin et il voit si des gens sont vexés ou non. Si les gens sont vexés, il retire son dessin. Ceci me semble beaucoup plus liberticide qu'une loi qui verticalement nous priverait de nos libertés. La liberté est plus menacée par le fait qu'on s'endorme sur elle ou par le fait qu'on la sacrifie à son propre confort que par l'ennemi objectif, le tyran, la tyrannie, l'URSS ou le Troisième Reich qui viendraient s'en prendre à elle. Le problème de nos libertés, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'adversité suffisamment consistante pour souder les volontés et donner le sentiment d'avoir à être défendues. Le seul ennemi qu'on ait aujourd'hui, c'est, en France, me semble-t-il, la détestation de la République. Je voudrais juste dire un mot sur le rapport entre politique et science, parce que ce qu'on a vu dans les démocraties, en l'occurrence, c'est assez problématique et assez révélateur en fait de l'immaturité du dialogue entre politique et scientifique. Je ne vais pas parler de la France en particulier, mais on a vu au début de la crise des politiques totalement désemparés, c'est normal, face à une épidémie inconnue, aussi soudaine, avec des gens qui mouraient par centaines et par milliers. Mais ils étaient un peu comme le lapin dans les phares d'une voiture. Et donc, ils se sont cachés, presque comme l'enfant qui a fait une bêtise, derrière l'autorité des scientifiques. Donc, on a vu partout en Europe
surgir des institutions, des conseils scientifiques, etc. Sachant par ailleurs, c'est ce qu'ont très bien montré les sociologues des organisations Bergeron et Boraz dans leur retour d'expérience de la crise Covid, qu'on avait déjà des institutions. Donc on aurait pu avoir ce dialogue sans créer tous les 3 jours. Ça, c'est une grande spécialité française, d'ailleurs, de créer tous les 3 jours. Dès qu'il y a un problème, on crée une nouvelle instance en pensant qu'au fond, l'organe va faire la fonction. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc on s'est caché derrière les scientifiques. Et puis à mesure que la connaissance progressait quand même, et c'est vrai qu'elle est allée très vite parce qu'il y a eu cette mobilisation scientifique mondiale, l'attitude des politiques, et pas simplement des populistes, mais partout en Europe, a complètement changé. Et alors là, c'était l'inverse. Il fallait bomber le torse et il fallait montrer qu'on se détachait des préconisations des scientifiques, ces scientifiques confinistes qui voulaient toujours être dans le principe de précaution. Et c'est presque devenu un argument marketing de dire, vous voyez, moi, je n'ai pas suivi les précautions. Et donc, en fait, dans un sens comme dans l'autre, ça me paraît assez révélateur d'une difficulté d'avoir un dialogue stratégique intéressant entre la politique et la science. Et vous allez me dire que je suis un obsessionnel du solidarisme et de la Troisième République, mais ça montre qu'en fait, dans une société, on a besoin d'institutions stables, on a besoin d'instances, on a besoin de corps intermédiaires qui fonctionnent et qui fonctionnent en dehors des crises. C'est-à-dire que ce dialogue stratégique, au fond, sur la sécurité sanitaire, c'est un concept en plus qui a été inventé en France, dans le sillage du sang contaminé, eh bien, il doit pouvoir exister en temps normal. Et ça nous évitera de créer 365 instances pour, à chaque fois que survient un problème, essayer de le résoudre. D'ailleurs, pour faire écho à ce que vous venez de dire, on a bien vu cette année qu'en situation de crise, on a du mal à mobiliser les instances qui existent déjà. Et ça doit être une des leçons qu'on doit tirer de cette crise sanitaire, c'est que les instances dont vous parlez d'aide à la gestion d'épidémie, elles existaient et elles n'ont pas été mobilisées. Alors, pourquoi ? C'est la grande question. Est-ce que c'est par incompétence ? Est-ce que c'est par cette réaction finalement exacerbée d'angoisse et de peur face à une situation sanitaire qui était imprévisible et qui s'est manifestée d'une façon complètement inattendue, mais c'est vrai qu'on n'a pas su mobiliser les institutions sanitaires que l'on avait et qui auraient pu aider à probablement mieux gérer cette crise. Vous vouliez réagir rapidement ? J'ai senti qu'il était tard. Très bien. Donc, débattons, dialoguons, discutons, échangeons. C'est un peu le mot de fin de... Voilà. Donc, si vous voulez participer à cet échange, nous allons passer aux questions du public. Pour poser les questions, si vous pouvez le faire dans les micros, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il est allumé. Bonjour, merci. Ma question porte sur le nous de l'intitulé Nos libertés et sur ce que ça regroupe ou ce que vous voulez que ça regroupe, à quelle échelle nous parlons. Et c'est une question que j'adresse plutôt à Madame Lacombe en tant qu'infectiologue spécialiste de l'hépatite B. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez à cœur de travailler avec les migrants, les exclus, etc. Vous connaissez l'inégale répartition des doses vaccinales contre l'hépatite B, avec, donc c'est des chiffres de 2019 de l'OMS, une couverture vaccinale de 43% au niveau mondial et seulement 6% dans la région africaine, alors que l'Afrique, avec l'Asie du Sud-Est, est un des pays les plus touchés par cette infection chronique qui cause donc de la cirrhose, des cancers du foie, etc. et qui en font un problème de santé publique majeur. Donc, pour être brève, est-ce que vous pourriez peut-être nous réexpliquer les raisons de ces inégalités et comme le Covid est un peu à la mode, la vaccination contre le Covid, qu'en est-il de sa répartition des doses vaccinales à l'échelle mondiale et que comprenez-vous dans le nous de nos libertés ? Oui, alors en fait, il y a, à mes yeux, 2 origines à cette inégalité de répartition de l'accès à la vaccination, en particulier pour l'Afrique, puisque c'est plus du tout le cas pour l'Asie où les choses ont beaucoup changé. Mais pour l'Afrique, il y a 2 raisons. La première raison est une raison économique et la deuxième raison est une raison de connaissance. La première raison, quand je parle de raison économique, en fait, pour que la vaccination contre l'hépatite B soit la plus efficace, il faut qu'elle soit administrée au moment de la naissance de l'enfant. Or, la campagne vaccinale internationale, le programme élargi de vaccination qui est promu par l'OMS, inclut la dose vaccinale de l'hépatite B dans le schéma vaccinal standard, c'est-à-dire à partir de 6 semaines de vie. Donc le fait de vacciner les enfants à la naissance veut dire qu'il faut
dissocier la vaccination de l'hépatite B du programme élargi de vaccination. C'est un peu technique, hein, excusez-moi, mais je pense que là, c'est important de comprendre que ces barrières structurelles. Et il faut donc que quelqu'un finance ces doses vaccinales qui sont administrées à la naissance et qui coûtent plus cher que les doses combinées avec les autres vaccins. Et donc, qui va financer? Des institutions internationales ou les pays. Les pays, souvent, n'ont pas la capacité de vacciner une population large avec beaucoup d'enfants, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Et au niveau international, les hépatites virales, la lutte contre les hépatites virales, ont longtemps fait figure de grandes oubliées de la santé mondiale. Donc, depuis plusieurs années, on est très nombreux à se battre à travers le monde pour faire reconnaître le statut de priorité de santé publique que la lutte contre les hépatites virales, dont l'hépatite B. Alors pour l'instant, il y a des progrès qui sont faits, mais il y a encore énormément de chemin à faire. La deuxième chose, c'est la connaissance. En fait, personne en Afrique, en particulier dans la population en dehors du milieu médical, ne sait vraiment ce qu'est l'hépatite B, parce que c'est une maladie qui évolue sur le long terme, dont on est malade au bout de 30-40 ans d'évolution. Et donc faire comprendre à une maman qu'elle doit faire vacciner son enfant pour une maladie qu'il va peut-être déclencher 30 ou 40 ans plus tard, c'est extrêmement difficile à faire comprendre conceptuellement. Donc c'est vraiment les deux barrières de l'inégalité d'accès à la vaccination. On essaie d'y travailler. Et d'ailleurs, maintenant, l'hépatite B a été reconnue comme une priorité mondiale de santé. Hein. L'Assemblée, pas la toute dernière Assemblée mondiale de la santé que l'OMS est en train de mener là, ces derniers jours, mais celle d'avant, a permis de faire reconnaître l'hépatite B comme un problème de santé publique majeur dans le monde. On va prendre une autre question. J'ai deux questions, mais elles sont beaucoup plus courtes en termes d'écriture. La première est plutôt pour messieurs les philosophes. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, au-delà de l'aspect moral sur la crise du Covid, la valeur santé est devenue la valeur première avant la liberté, qui est notre sujet, aussi bien dans des dictatures, hein, comme la Chine notamment, ou dans nos démocraties un peu plus fragiles. Vous l'avez exprimé, David Chase, en exprimant qu'il y avait un refus de notre société de décès de masse. Actuellement, on est à 3,5 millions de morts sur le Covid, contre 1 million sur celle de la grippe de Hong Kong 1968, dont jamais personne n'a parlé. On en reparle un tout petit peu aujourd'hui médiatiquement pour faire une comparaison, mais effectivement le Covid est quand même plus important et on l'entend. Mais en comparaison du manque de nourriture et d'eau qui tue chaque année 10 millions de personnes dans le monde, et je ne veux pas parler des maladies contagieuses, on a parlé tout à l'heure des décès mondiaux. Les maladies contagieuses, c'est 30% des décès mondiaux, donc c'est 200 millions. Alors le Covid s'intègre là-dedans, mais par rapport à ces chiffres, effectivement, je trouve que notre Covid est bien pauvre, et on en a fait beaucoup plus que des choses bien effrayantes. Deuxième question, je me oriente plus vers Madame Lacombe, dans la mesure où j'ai cru comprendre, mais je suis un néophyte, que cette maladie est assez peu létale, somme toute, hein, on est à moins de 1,5%, que d'autre part, l'âge moyen des décès est supérieur à 80 ans jusqu'à ce jour, et que j'avais entendu aussi que si 70% de la population était contaminée, le virus disparaîtrait, puisque tout le monde aurait créé des anticorps. Pourquoi n'a-t-on pas laissé l'épidémie s'étendre, en fait, donc sur les jeunes et les actifs, en augmentant exponentiellement enfin bon, beaucoup, quoi, les lits d'hôpitaux, et les lits d'hôpitaux et réanimation notamment, bien sûr, et en sollicitant seulement nos anciens à se protéger, à se terrer presque quelque part, bien sûr sans obligation légale, puisque
la législation ne l'autorise pas, mais en les prévenant, en demandant de prendre des mesures supplémentaires. Merci. Oui, le primat de la santé avant la liberté, il y a quand même une différence entre une dictature et une démocratie. En dictature, la liberté n'était même pas un problème. C'était pas un problème. C'est qu'en Chine, si vous voulez, l'argument de la liberté de mouvement ne s'est jamais présenté aux autorités, qui n'ont vu aucun inconvénient à séquestrer complètement les gens, voire à sceller leurs portes de temps en temps, sinon à leur tirer dessus quand ils mettaient le nez dehors. Bon, de ce point de vue, la dictature dispose de moyens, si vous voulez, ayant fait litière de la liberté, elle dispose de moyens extraordinaire, d'autant qu'en Chine, on est en présence d'une dictature parfaite, parce que c'est une dictature numérique, c'est une dictature qui est à la fois verticale et qui s'impose d'en haut, mais c'est une dictature qui en appelle aussi au désir de servilité de chaque citoyen, c'est-à-dire au fait que, sous réserve de consommation, on lui demande d'être un citoyen exemplaire, de dénoncer ses voisins avec des applis qu'il est obligé de télécharger aujourd'hui, et sur lesquels, s'il est mal noté, il n'obtient pas de prêt ou de choses comme ça. Donc c'est une dictature qui parie à la fois sur la consommation et sur la contrainte, et de ce point de vue, c'est une dictature très efficace. Effectivement, on peut considérer que la liberté n'était pas un souci. En démocratie, la question de la liberté a été vraiment directement concernée par cette pandémie. Alors, il y avait le débat entre la santé et la liberté. Je trouve que c'est un faux débat. Je ne vois pas de liberté. Comment dire ? Tous les gens qui sont morts de la pandémie en France, par exemple, ou ailleurs, sont en désaccord avec ce que vous dites sur sa non-létalité ou sa faible dangerosité. Cela est leurs proches également. Et ça fait beaucoup de monde quand même. Et ça fait beaucoup de monde qui peuvent légitimement avoir le sentiment, d'ailleurs, que certaines vies auraient pu être épargnées si d'autres avaient été plus attentifs. Je ne vois pas de sacrifice de la liberté dans le fait de dire qu'un monde où on laisse mourir des gens plus exposés que soi est un monde plus libre. Je ne vois pas de sacrifice de la liberté dans le fait de refuser ça. Voilà, je ne vois aucun sacrifice de la liberté. Je verrai un sacrifice de la liberté et l'introduction définitive de la loi du plus fort dans un dispositif qui aurait dit, écoutez, vivons chacun tranquillement, embrassons-nous Folleville, acquérons une immunité complète, laissons mourir les vieux, les faibles, périssent les faibles et les ratés. Et puis voilà, effectivement, c'eût été plus simple. Mais je ne crois pas qu'on eût été plus en liberté dans un monde comme celui-là. Et puis je laisserai naturellement Karine Lacombe répondre sur la question de la formation, des lits, etc. etc. Je dirais juste que il est absurde, à mon avis, d'opposer la santé à la liberté comme il est absurde d'opposer la sécurité à la liberté, en fait. Je ne vois pas, vraiment j'insiste là-dessus, je ne vois pas de liberté dans un monde où les plus faibles sont plus en danger que les moins exposés. Ça n'est pas un monde de liberté, ça. La liberté, il n'y a pas de liberté sans égalité des chances, ou sinon il y aurait de liberté nulle part, sans volonté d'égaliser les chances, sans cette volonté liminaire, quitte à ce que certains la trouvent liberticide. Si je peux juste dire un mot avant que Karine Lacombe vous réponde peut-être sur les lits. Vous avez posé une question qui, à mon avis, est importante et qui a suscité des débats philosophiques. Est-ce que la santé est une valeur ? Vous savez, en philosophie anglo-saxonne, on distingue les faits et les valeurs. Pour moi, la santé, comme absence de maladie, la vie comme absence de mort, la vie en bonne santé comme absence de maladie et de mort, c'est pas une valeur. C'est pas quelque chose sur quoi on porte une évaluation normative en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est un fait. Et c'est une condition de possibilité, d'ailleurs, pour la liberté comme pour l'économie ou la prospérité. C'est pour ça que ce triangle, liberté, économie, santé, c'est débile. C'est débile. C'est-à-dire qu'il faut garantir la santé, la pleine santé, pour que sans vie, en fait, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de création d'entreprise. La vie est la condition de possibilité de tout ça. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur le fait que dans un monde qui s'est réchauffé à 4, 5 ou 6 degrés, il n'y a pas de vie possible non plus. Et donc, il n'y a pas non plus d'arbitrage entre économie, etc. Il faut traiter le changement climatique, tout comme on a traité le Covid. Et là où, en revanche, et je m'arrête là pour ne pas être trop long, je vous donne totalement raison, c'est qu'effectivement, il y a des pandémies chroniques, enfin des maladies infectieuses chroniques qui font des dizaines et des centaines de millions de morts sur lesquels on ne dit rien. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est malheureusement parce que ça se passe dans des pays sur lesquels l'Occident nombriliste et maintenant l'Asie nombriliste, qui est devenu le nouveau centre du monde, n'ont pas l'habitude de porter le regard. Et je pense qu'effectivement, il faut se battre pour que ces maladies-là aussi, et peut-être plus encore, soient prises au sérieux parce qu'effectivement, elles tuent.
Et une ligne, une parenthèse avant de l'oublier, sur la psychologie, c'est une perplexité que je voudrais partager avec tout le monde. J'étais fasciné de voir que nombre de partisans du retrait du masque, considérant que la liberté passait avant la santé, etc., étaient aussi, alors pas tous, hein, mais pour certains, je m'interroge quand même sur cette psychologie, nombre d'entre eux étaient aussi des adversaires résolus de l'euthanasie. Je ne comprends pas comment on peut s'indigner que la loi autorise de mettre un terme à ces jours, tout en s'indignant que la loi préserve les individus les uns des autres et sauve la vie des vieux. Il y avait là quelque chose de tout à fait contradictoire. Je repère cette psychologie, par exemple chez Florian Philippot, ou des choses comme ça. C'est très intéressant. Dans son sillage, peut-être pas lui-même d'ailleurs, mais dans son sillage, j'ai rencontré des gens qui étaient vent debout contre l'euthanasie et qui étaient vent debout contre le masque, et je trouve ça contradictoire. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais revenir sur 2-3 points de votre question. D'abord, vous confondez mortalité et létalité. La mortalité, c'est le nombre de morts dans une population globale, incluant les malades et les non-malades. La létalité, c'est le nombre de morts parmi les malades. Donc, imaginez si cette année, on avait laissé, comme vous le suggérez, circuler le virus, que tout le monde ait été malade, le taux de létalité, donc le nombre de morts en valeur absolue, aurait été extrêmement important, beaucoup plus important que ce qu'on a maintenant quand on parle de taux de mortalité, qui effectivement et heureusement n'est pas élevé, parce que justement on a mis en place des mesures qui ont permis que le virus ne se diffuse pas dans l'intégralité de la population, et là on aurait eu un taux de létalité et un nombre de morts absolus qui aurait été très important. On a un exemple vivant de ce qu'aurait été l'importance de ce taux de létalité si on avait laissé circuler le virus. Vous regardez le Brésil, par exemple. Le Brésil, c'est exactement ce qui s'est passé. Un nombre de morts extrêmement important parce que le nombre de personnes malades était très élevé à cause de l'absence de mesures de freinage ou de confinement. Donc, il ne faut surtout pas confondre mortalité et létalité. Un autre point important, c'est que la liberté des uns, c'est pas de laisser mourir les autres. Et ça, c'est extrêmement important. On a beaucoup entendu ce que vous avez dit dans les médias. J'ai été beaucoup interrogée sur certains plateaux de télévision qui voulaient faire de l'audience, et en particulier par certains chroniqueurs, plus par certains polémistes, qui m'ont prise à partie sur cette histoire de mais laissez augmenter le nombre de lits de réanimation. Vous êtes là pour ça, faites votre métier, soignez. On ne répond pas à un problème majeur de santé publique, à une pandémie telle que celle qu'on a eue, en augmentant les lits de réanimation. Pourquoi ? D'abord parce que matériellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucune société dans le monde entier n'a augmenté de façon exponentielle les lits de réanimation en fonction du nombre de malades. Ce n'est matériellement pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de personnes formées. Alors on va me dire, mais on a eu 1 an pour former des gens. Mais qui se forme en 1 an aux techniques extrêmement compliquées de la réanimation ? Il faut 10 ans pour former un médecin. Il faut 4 ans pour former un infirmier de réanimation. Donc, évidemment, l'état de l'opinion publique s'il y avait eu des morts à la suite de formations incomplètes. Mais absolument. Évidemment, on nous serait tombé dessus en disant mais vous êtes incompétent, vous n'avez pas fait correctement votre métier. Donc ce n'est pas possible. Et de même, quand on augmente considérablement le nombre de lits de réanimation, on le prend sur des structures existantes, même si on peut augmenter un peu le nombre de lits comme on l'a fait dans mon service, on est passé à 150% de lits, c'est-à-dire qu'on a dédoublé des chambres de façon à pouvoir accueillir plus de malades. Donc on a augmenté le nombre de lits, mais malgré tout, on a pris les lits sur des pathologies pour d'autres patients qui avaient des pathologies hors Covid. Pendant 3 mois, mon service, j'ai 36 lits d'hospitalisation, on est monté à 45 et dans ces lits, on avait 100% de Covid. C'est une situation à laquelle on n'avait jamais été confronté. 100% de Covid, ça veut dire que la personne qui a une tuberculose, qui est un problème majeur de santé publique, ne pouvait pas être traité et rester dans la société. Quelqu'un qui avait une infection par le VIH, par exemple, est resté chez lui, a développé des complications, etc. Donc là, je parle uniquement, évidemment, de mon prisme infectiologie, mais ça a été le cas avec les accidents vasculaires cérébraux, avec les infarctus du myocarde, etc. On a une surmortalité qui n'est pas Covid, mais qui est indirectement liée au Covid, qui a été extrêmement importante. Donc, on voit bien que c'est pas possible. On peut pas augmenter comme ça les lits de réanimation et prendre sur les soins autres que le Covid. Donc, il fallait bien que, quelque part, on limite l'importance de la pandémie. Et un autre point, c'est qu'on regarde, quand on parle de mortalité, on regarde qu'au prisme des morts, mais on ne parle pas au
au prisme des malades, de ceux qui ont une morbidité secondaire au Covid, et par exemple les Covid longs, et on sait que ça va être un problème majeur dans les années à venir. Alors évidemment, je pourrais parler également des variants, laisser circuler le virus avec tous les variants qui apparaissent. On le voit en Inde, un variant extrêmement contagieux, etc., etc. Enfin, après, on peut en parler longtemps. Mais voilà, il faut faire extrêmement attention et pas regarder avec un prisme réduit l'impact de la crise sanitaire. Et juste un point encore, parmi le discours des gens qui considéraient que les mesures sanitaires étaient d'abord essentiellement liberticides et qu'en somme on sacrifiait bien plus de vies en imposant des mesures sanitaires, des problèmes, en déséquilibrant le budget, en tuant l'emploi, etc., qu'en ne le faisant pas, ce raisonnement-là mettait sur la même balance les morts possibles consécutifs à des restrictions, suicide, désarroi, chômage, maladie éventuelle, etc., dont la quantité ne peut pas être établie, c'est-à-dire ce sont des projections, et les morts bien réels, présents, et les vraies victimes. Et mettre les victimes réelles du Covid et les victimes possibles du Covid sur la même balance me semble un raisonnement très dangereux en vérité, parce que la quantité de victimes possibles, c'est tout l'intérêt des victimes possibles, varie selon la nature de nos convictions. On peut alourdir considérablement le plateau évidemment de la balance des gens qui ne sont pas encore morts en disant qu'ils seront innombrables et que pour cette raison nos décisions sont irresponsables. On a comparé le présent et le futur. Dans cette histoire, c'est une des failles du raisonnement des libéraux, en l'occurrence. C'était Jean Quatremer qui disait ça, je le dis d'autant plus que c'est un bon camarade, mais j'étais pas d'accord avec lui là-dessus. Jean Quatremer disait, mais enfin, le nombre de morts qu'on est en train de nous préparer. Oui mec, mais t'en sais rien. Tu sais pas. Et pour l'instant, les morts, on les a là sous la main. Voilà, tu sais pas. Et le régime de causalité qui conduit quelqu'un à se tuer, par exemple mettre un terme à ses jours, ne peut pas être indexé uniquement sur le désarroi social. C'est injuste de le faire. Ça ne marche pas comme ça.